Dans quelques heures, l'ultimatum des Nations Unies lui enjoignant d'évacuer le Koweït expire et Bagdad se prépare à la guerre. Saddam Hussein arrive à la télévision pour assurer au peuple irakien que la victoire lui appartiendra. Quiconque parle de retraite sera puni de mort. Tu es le nouveau chef du monde arabe, lui crie-t-on. Et Saddam Hussein expose sa stratégie. Américains et Britanniques, dit-il, se fient trop à leur technologie. Ils ne savent pas ce que c'est que de lutter homme à homme. Jamais ils ne remporteront la bataille. En Amérique et en Europe, beaucoup sont restés debout cette nuit-là, pour marquer à leur façon l'expiration de l'ultimatum. Ils craignent une longue et sanglante guerre, un autre bourbier vietnamien. À l'aube, le président signe l'ordre qui lance la coalition dans la guerre. Il allait mettre ainsi des gens en situation de perdre la vie. Et l'ampleur de cette horrible décision, je crois, le hantait. Que vaut une vie? Que valent 100 vies, 1 millier de vies, 10 000 vies? Plus tard, il confiera à James Baker son appréhension de voir l'armée s'enferrer dans un nouveau Vietnam. Le président a dit: nous leur avons fourni tout ce qu'ils ont demandé. Il n'y a pas une seule chose qu'ils aient demandé qu'ils n'aient pas eu. Mais ayant dit tout cela, et malgré tout, il engageait le pays dans la guerre, et c'était une très lourde responsabilité. « 1700 avions de la coalition se préparent à attaquer. En face, les Irakiens disposent de chasseurs modernes, de centaines de batteries de missiles et de milliers de canons de DCA. Au Pentagone, certaines estimations ont prévu qu'un avion sur 5 de la première vague d'attaque risquait d'être abattu. Nous étions pleins d'incertitudes. Notre presse n'avait cessé de nous dire que nos généraux n'étaient bons à rien, que notre technologie ne marchait pas et que nos jeunes ne valaient rien. Nous ne le croyions pas, mais nous étions inquiets, parce que c'était profondément ancré dans le sentiment national. Le fantôme du Vietnam était omniprésent. Les stratèges espèrent que les attaques seront suffisamment précises et puissantes pour mettre l'Irak à genoux. Au début, on ne touchera pratiquement pas à l'armée occupant le Koweït. En revanche, on frappera des objectifs stratégiques partout en Irak. Imaginez que l'Irak soit un corps humain. Qu'est-ce qui se passe quand vous enlevez à quelqu'un la capacité de penser, la capacité de communiquer avec le reste du corps? Que se passe-t-il si vous coupez la moelle épinière? Il est hors d'état de fonctionner, d'accord? Avant que les avions n'attaquent, une unité baptisée Task Force Normandie doit mener une opération essentielle. Les équipages de ces hélicoptères Apache se sont entraînés pendant des mois. Mission: détruire à tout prix 2 sites radars qui pourraient prévenir Bagdad de ce qui se prépare. C'est une nuit sans lune. 8 hélicoptères Apache chargés de missiles Hellfire décollent vers l'Irak. Voici ce que voit le pilote sur son écran vidéo à travers sa caméra infrarouge. Les appareils volent à quelques mètres du sol.
jusqu'à être arrivé à environ 10 km des radars. Nous avons ralenti notre vitesse à environ 40 nœuds. Nous nous sommes rangés en ligne pour être tous à la même distance de l'objectif. À ce moment-là, je ne regardais plus à travers mes lunettes, mais l'écran vidéo juste devant moi. J'ai vu l'horloge afficher 0 et j'ai lancé le mot de code, Get Some. Ils ont tous tiré leurs Hellfires. Depuis une distance de 6 km, chaque équipage utilise un faisceau laser pour guider ses missiles. Les Irakiens disposent bien de DCA, mais ne peuvent ni voir ni entendre les hélicoptères. À l'âge de l'informatique, la guerre est en train de prendre les allures d'un jeu vidéo. À la lumière de l'explosion de nos Hellfires, nous avons vu qu'il y avait de l'activité sur notre cible. Les soldats irakiens courent dans tous les sens. L'attaque dure 4 minutes. Je choisis mon arme. Il y a des flashs très lumineux sur ma droite et sur ma gauche lorsque les Hellfires partent. Sur le site, les gens courent partout et sous mes lunettes, je peux voir les explosions. Mon ailier tire ses 30 mm. Je vois les traînées. Sur les quelques 100 à 150 hommes qu'on nous avait dit être sur le site, je pense que pas plus de 10 ou 20 ont pu survivre. Au large, l'US Navy se prépare à lancer des dizaines de missiles de croisière. Mais ceux-ci ne peuvent naviguer au-dessus d'un désert sans repère. Ils ont donc été secrètement programmés pour survoler les montagnes de l'Iran, puis bifurquer vers Bagdad. Les Iraniens sont évidemment à 1000 lieues de se douter de cette incursion chez eux. Le commandant en chef de la marine prie pour que tout se passe bien. 3, 2, 1, launch. Se retrouver en plein Téhéran n'aurait pas été une bonne idée. Il y a des pays voisins qu'on ne voulait absolument pas impliquer dans le conflit. On ne l'avait jamais fait auparavant et on avait très peur qu'on lance ces engins et puis qu'ensuite ils n'en fassent plus qu'à leur tête. À Bagdad, les canons commencent à tirer. 10 bombardiers furtifs sont à quelques minutes. Ils ont été conçus pour être invisibles au radar, mais pour plus de sûreté, l'US Air Force commence à brouiller le radar de Bagdad. Mais le brouillage évente l'opération. Devant leurs écrans, les opérateurs sont aveugles, mais les 3000 canons de DCA et les 60 batteries de missiles arrosent furieusement le ciel. Les ordres qui sont venus cette nuit-là du quartier général étaient de riposter par tous les moyens possibles, même si ça voulait dire fermer les yeux et tirer n'importe où dans le ciel. Il faisait tellement sombre et les avions arrivaient tellement vite que nous n'avions pas la possibilité de viser avec précision. C'est pour ça qu'ils nous ont dit « Faites un feu de barrage avec tout ce que vous pouvez ». Depuis le cockpit de leur bombardier furtif, les pilotes voient un ouragan d'obus et de missiles exploser au-dessus de la ville. Ils volent droit dessus. L'avion était secoué par les explosions de DCA. Quand j'y repense, c'était un petit peu comme un film de la Deuxième Guerre mondiale, dans le cockpit d'un B-29 dansant la gigue au-dessus de Dresde. Le major Paul Dolson détruit le principal central téléphonique de l'Irak. Je me rappelle juste avoir jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et m'être dit « C'est un miracle. C'était impossible de se sortir de là indemne. » Mais son ailier est encore pris dans le feu de barrage.
Ça pétait partout autour de moi, au-dessous, au-dessus. Je me disais que j'avais été formé durant toute ma carrière de pilote pour affronter ça, et maintenant, est-ce que j'allais être à la hauteur? Laserman détruit le principal pylône téléphonique. Une autre bombe, guidée par laser, frappe le quartier général contrôlant les défenses aériennes de Bagdad. D'autres pilotes détruisent des ministères et une tour de communication essentielle. Également visé, le palais de Saddam Hussein. Nous voulions détruire sa capacité de communication avec ses forces du front. Et même si ça voulait dire le tuer lui, tant pis. That was a large airburst that we saw. It was filling the sky with dust. And I think, John, that airburst took out the telecommunications. Now you may... Les journalistes de CNN commentent les événements en direct pour le monde extérieur. 6 minutes après que les bombardiers furtifs sont partis, les missiles de croisière arrivent. Certains détruisent des édifices gouvernementaux. D'autres lâchent des filaments de carbone pour court-circuiter les installations électriques. Le président et ses collaborateurs suivent le déroulement de la guerre à la télévision. C'est un de ces moments où j'ai vraiment senti l'histoire se faire. J'avais le plan de bataille sur mon bureau et nous étions là, regardant CNN, et la bataille se déroulait. Et quand le journaliste de CNN a annoncé quelques minutes plus tard que le premier radar avait été touché sur la frontière, nous avions en même temps les comptes rendus de frappes aériennes dans le sud du pays. C'était incroyable. Une fois cette attaque initiale achevée, une armada d'avions de la coalition prennent l'air pour aller frapper des cibles dans tout le pays. Des centaines d'avions. Malgré ces premiers succès, on s'attend hélas à des pertes. Alors que la bataille se développe, Norman Schwarzkopf adresse un message à ses troupes. Soldiers, sailors, airmen, and Marines, this morning at 0300, we launched Operation Desert Storm. My confidence in you is total. Our cause is just. Now, you must be the thunder and lightning of Desert Storm. Planes were in the air at that time, heading towards their... Les avions étaient à ce moment-là dans le ciel, en route vers leurs objectifs, mais sans garantie du résultat. Savoir que nous avions pris une décision immense, que la guerre avait commencé et qu'aucun d'entre nous ne savait exactement comment elle se terminerait, c'était un moment très éprouvant. Les bombardiers Tornado de la RAF ont été chargés de bombes à fragmentation, des JP-233, conçus pour détruire des pistes d'atterrissage. Ils n'effectuent cette nuit-là que 4% des sorties, mais il s'agit des missions les plus dangereuses. Pour larguer leurs bombes, les équipages doivent survoler les pistes à moins de 15 mètres d'altitude. On vole très vite, très bas, au milieu des tirs de DCA. Et puis arrivent les quelques secondes stupéfiantes, comme vous l'imaginez, lorsque les JP-233 commencent à exploser. Et où tout le dessous de l'avion est littéralement embrasé. On se sent complètement nu, avec toutes ces bombes qui vous éclairent comme en plein jour au regard des défenses ennemies. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus que vous dans le ciel. Mais en un rien de temps, on s'est retrouvé de l'autre côté, libre. On était passé. On n'était pas troué et le soulagement était palpable. On pouvait presque le toucher. Je le sens encore dans mes paumes, rien que d'y penser. On était comme envahis par le soulagement. Leurs principaux centres de défense aérienne détruits, les chasseurs irakiens ne peuvent opérer. Seuls quelques-uns parviennent à prendre l'air. Notre chasseur avait l'ordre d'attaquer, mais qui? Le radar était blanc. Le premier chasseur irakien est abattu. Je vois quelqu'un me viser. C'est un chasseur irakien qui cherche à m'abattre.
Et je me rappelle avoir tiré un missile. Je me rappelle la traînée bleue dans le ciel pendant 3 à 5 secondes et ensuite, elle disparaît. Et je me rappelle avoir pensé que mon missile l'avait touché, que la cible était détruite et que je l'avais abattue. Mais qu'est-ce qui m'attend après? Les avions AWACS, des Boeing 707 bourrés d'équipements électroniques, contribuent au contrôle de la bataille. L'armada de la coalition attaque systématiquement la machine de guerre irakienne. Les usines qui fabriquent les armes chimiques et biologiques, celles qui fabriquent les Scuds. Au cours de cette seule nuit, plus de 200 objectifs différents sont frappés. Durant les premières 24 heures, le plan d'attaque prévoyait plus de cibles à frapper que durant l'ensemble des années 42-43, lors des offensives aériennes combinées en Europe. Cette nuit-là marque un nouveau progrès dans l'art de la guerre. Les bombardements de précision sont devenus une réalité. Un seul pilote allié est tué. À la Maison-Blanche, les responsables politiques sont euphoriques. La première nuit de la guerre, tout le monde était au ciel. Ils voyaient que les frappes étaient réussies, qu'il n'y avait pratiquement pas de pertes. Les images de télévision montraient les bombes tombant sur les cheminées, etc. Et certains journalistes racontaient partout que ça allait s'arrêter tout de suite. Et j'ai dû appeler le bureau de presse du Pentagone pour leur dire de les faire taire. La guerre ne faisait que commencer. Ça n'allait pas se régler en 24 heures, juste avant l'écran publicitaire suivant. Juste avant l'aube, la RAF attaque une base aérienne près de Basra, la deuxième ville d'Irak. À défaut de technologie américaine, elle s'est entraînée depuis des années à surprendre l'ennemi en volant vite et en rase-motte. Mais elle n'a pas eu l'occasion d'expérimenter cette tactique sur un champ de bataille moderne. Il faisait grand bleu. Il était probablement 8h, 8h30 du matin, et la visibilité était d'au moins 1000 km. On volait à 25-30 mètres d'altitude à 900-950 km à l'heure, et il y a eu cette énorme explosion, le flash. On avait été touché par un missile. Et là où il y avait du bleu au-dessus de ma tête, tout d'un coup, il y avait le désert, et l'avion dégringolait. J'avais beau pousser le manche, ça n'avait aucun effet. La dernière chose qu'on a envie de faire à ce moment-là, c'est s'éjecter, car on sait qu'on est tout près de celui qui vous a touché. Je disais « éjecte-toi, éjecte-toi » et John disait « non, surtout pas ». Finalement, j'ai attrapé ma commande de géométrie, j'ai poussé, et l'avion s'est redressé. On a essayé de revenir en vol, contrôlé si j'ose dire. John a dit « on brûle, on brûle ». Et moi, je sais bien qu'on brûle, je le sais bien. Et il me dit « non, non, regarde derrière ». Et j'ai regardé derrière, et tout ce que j'ai pu voir, c'était une boule orange. Je ne pouvais plus voir l'arrière de l'avion. C'était une boule de feu, et le feu progressait le long de la carlingue vers moi. Alors vous vous dites, cet avion n'ira pas plus loin. Il faut que je m'éjecte. Il faut environ une demi-seconde pour tirer sur la poignée et se retrouver dégagé de l'avion. Et cette demi-seconde semble durer une éternité. À ce moment-là, c'est comme si un énorme géant vous saisissait par les épaules et vous tirait comme ça. Je me rappelle que ma tête est tombée. Puis il y a le craquement lorsque la verrière s'ouvre et vous vous retrouvez suspendu à votre parachute dans un silence de mort sur le point d'atterrir dans le désert d'Irak. Et là, vous vous rendez compte à quel point le désert est grand et le ciel est clair. On était partis tels des chevaliers modernes sur leur monture high-tech, bourrés de 160 millions de francs de technologie, et tout d'un coup, on n'était plus que 2 tristes corps roses dans le désert. Et puis, au bout de 3 heures, nous avons vu des Irakiens venir vers nous. Et les tirs ont commencé. Ils essayaient de nous tuer. Et on se tairait le plus possible. Je me rappelle John me regardant et me disant « On se fait sauter le caisson ?» Et je ne sais pas pourquoi, j'ai juste dit « Non, il y a toujours de l'espoir ».
Saddam Hussein s'est replié dans la banlieue, alors d'une cachette à une autre. Les bombardements ont été destructeurs, mais n'ont pas causé les pertes civiles dont il espérait qu'elles choqueraient l'opinion mondiale. Lorsque son ancien responsable des services secrets l'informe de la situation, sa colère éclate. J'ai dit l'Irak sera détruit. Je vous assure que je vous dis la vérité. Et Saddam a répondu, ces Américains sont des techniciens, pas des soldats. Ils ont la technologie pour eux, mais ça ne les fera pas gagner. Saddam a déjà prévu où il va riposter. Ce matin-là, lorsqu'il rencontre ses ministres, il a donné des ordres dont il est persuadé qu'ils vont briser la coalition des pays occidentaux et arabes qui l'attaquent. Des lanceurs mobiles dissimulés dans le désert tirent des missiles Scud sur Israël. Nous avions cette capacité et nous l'avons utilisée. Quand vous êtes attaqué par vos ennemis, vous attaquez vos ennemis, c'est naturel, non? Les Scud sont tirés à l'aveuglette sur la plus grande ville d'Israël. Saddam pense que les Israéliens vont riposter et se joindre à la guerre, et que les Arabes de la coalition refuseront alors de combattre aux côtés d'Israël. La coalition s'effondrera et la guerre avec. Très vite, d'autres Scud sont envoyés. On ne m'a pas prévenu, je les ai entendus. Je me suis précipité hors de chez moi pour rejoindre notre quartier général au ministère de la Défense. Et sur le chemin, j'ai entendu les Scud tomber sur Tel Aviv. Les forces nucléaires israéliennes sont maintenant en état d'alerte maximum. 60 avions israéliens décollent. Les radars montrent des bombardiers irakiens faisant route vers Israël. Le secrétaire américain à la Défense décroche son téléphone rouge avec Jérusalem. Les représailles israéliennes semblent inévitables. Vous imaginez un président américain tranquillement installé alors que des missiles tombent sur les États-Unis disant « non, nous ne ferons rien ». C'était une position politique intenable pour aucun gouvernement. Je crois que c'est Genet qui m'a appelé et je lui ai annoncé les frappes dont nous étions l'objet. Je ne doutais pas qu'Israël riposte. La question, c'était quand et sous quelle forme. L'armée israélienne annonce avoir trouvé des gaz paralysants dans les débris de l'un des missiles. Les Israéliens s'attendent au pire. C'était un problème sérieux, car si Israël entrait dans la guerre, c'était un point important marqué par Saddam. S'il arrivait à obliger les Israéliens à l'attaquer lui, la perspective de maintenir la cohésion de la coalition devenait très problématique. Mais aucun des 8 Scud atterrissant cette nuit-là ne se révélera porteur de gifs chimiques. Bagdad l'a envisagé, mais finalement décidé que les Israéliens risquaient de riposter avec leur armement nucléaire. Certains des missiles Scud étaient chargés d'ogives chimiques, mais ils n'ont pas été utilisés. Ils sont restés cachés tout au long de la guerre. Nous ne les avons pas utilisés car l'autre côté avait des moyens de dissuasion. L'homme dont tout va dépendre maintenant, c'est le Premier ministre d'Israël, Yitzhak Shamir. Lui et George Bush ne s'aiment guère. Mais pourtant, celui-ci lui téléphone et s'entend dire « Si l'Amérique ne peut arrêter les Scud, l'aviation israélienne le fera ». Bush a plaidé auprès de Shamir, a essayé de l'amadouer pour qu'Israël n'entreprenne aucune action militaire, car cela aurait été profondément nuisible à la cause alliée, et donc en définitive à la cause israélienne elle-même. On était très loin d'une relation chaleureuse et proche, mais au moins durant cette période, ils ont communiqué. Et peut-être plus authentiquement, dans la mesure où il n'y avait pas entre eux de lien d'amitié. Leurs rapports ont été très directs, très francs, sans fioritures, et ils ont vraiment réussi à se comprendre. Dans ce genre de situation, il ne s'agit pas de jouer avec les mots. Ça n'est pas le moment de discussion ou d'argussie diplomatique. Et je lui ai simplement dit, c'est très difficile, Monsieur le Président. Je ne sais pas ce qu'il en sera demain.
Mais pour l'instant, nous agirons conformément à vos vœux. We will act accordingly, accordingly with your concepts. Israël est maintenant devenu la principale priorité du président américain. We are going to be redoubling our efforts in the darndest search and destroy effort that's ever been undertaken in that out in that area, and I hope that that is very reassuring to the citizens of Israel. Mais le général Schwarzkopf pense que l'aviation doit avant tout s'attacher à gagner la guerre et non à protéger les Israéliens. Il est furieux de cette interférence de Washington. Il les a traités d'intellos de politiciens qui ne savent pas ce que c'est que de se battre comme des hommes. Personne en Israël n'a été tué par un Scud. Il y a effectivement des gens qui sont morts étouffés parce qu'ils ne savaient pas mettre leur masque à gaz. Personne n'a jamais été tué par un Scud. De mon point de vue, sur le plan stratégique et du point de vue du président, évidemment je le faisais avec son approbation, il était vital de tenir les Israéliens en dehors du conflit. Et le moyen de le faire était de veiller à ce qu'ils aient la certitude que nous faisions tout ce qui était humainement possible pour supprimer cette menace des Scuds. Cheney impose sa volonté à Schwarzkopf. Les avions de celui-ci commencent à sillonner 70 000 km² de désert, à la recherche d'au maximum 14 lanceurs mobiles de Scud. Et ils ne les trouvent pas. Pas plus que les convois les ravitaillant en missiles. Il nous a mené les Scuds dans des bus civils. Ils enlevaient tous les sièges et glissaient le missile par l'arrière. Comme ça, même si le bus était repéré par un avion ennemi, le pilote penserait qu'il transportait juste des passagers. Mais il y a un autre moyen de chasser les Scuds. Des colonnes de la SAS, les forces spéciales britanniques, se sont enfoncées à l'intérieur de l'Irak. Schwarzkopf ne croit guère aux forces spéciales, mais 5 jours auparavant, le commandant de la SAS l'a persuadé de faire une exception. Il faut des gens sur le terrain. La technologie ne peut remplacer l'œil humain. Nous étions bien armés, nous étions en force, et nous avions le désert pour pouvoir nous replier et nous cacher. Et on nous a dit de manière tout à fait catégorique que notre priorité, c'était les Scuds. Les Scuds et rien d'autre. Pendant 43 jours, la SAS patrouille le désert irakien au plus près d'Israël. Ils ont baptisé cette zone la boîte à Scuds. Voici les seules images prises d'une colonne de la SAS, tournée par la caméra d'un hélicoptère américain venu embarquer un prisonnier. 2 jours après l'arrivée de la SAS, il n'y a plus aucun lancement de Scud. Des colonnes comme celle-ci sont ravageuses, détruisant les sites radars, les tours d'émission et les câbles de communication. Et lorsqu'elles repèrent des convois de Scud, elles les attaquent. Le 4 février, une de nos colonnes est tombée sur un convoi de Scud. Elle a détruit un missile. L'engagement a duré quelques 4h30. Et finalement, un jeune officier a appelé les F-15 pour se charger des autres objectifs. Aircraft, this is Delta 2-1. Our location, 331203 north, 04102 east. Stand by, we're looking. La caméra d'un avion américain filme la SAS en action. Take a mark point. I got it. Bombs away, bombs away. Les hommes au sol guident les avions et identifient les objectifs pour leurs bombes à laser. 33. Aircraft, you copy that. Bombs away, bombs away. Smack. Attack aircraft, this is Holland. That was on target, on target. Be aware that there are my friendly forces, 8 vehicles total in the open, 500 meters north and west. Your original target was 3 launchers plus associated vehicles by the burning light. Bombs away, bombs away. Mais le désert est immense et devant ces attaques, les Irakiens réagissent en éloignant leurs lanceurs de la boîte à Scud et de la SAS.
Dodge 3-7, you got him now. We're going home. L'Amérique installe des missiles patriotes en Israël et en Arabie Saoudite pour abattre les Scuds. Dans le ciel de Tel Aviv et de Riyad, les missiles qui arrivent sont impitoyablement traqués. Les patriotes s'approchent au plus près et explosent en inondant l'air de shrapnel. En Israël, le patriote devient le symbole de la résistance, atténuant du même coup le sentiment impérieux de devoir entrer dans la guerre. Patriot is 41 for 42. 42 Scuds engaged, 41 intercepted. I view it as an honor to be here, to come to Raytheon, the home of the men and women who built the Scud Busters. We're very, very proud of you. Le Pentagone revendique un succès pour chaque explosion d'un patriote près d'un Scud. Mais les responsables des services britanniques ne croient pas les chiffres. Pas plus que les Israéliens. Au sol, à Tel Aviv, l'armée israélienne analyse les dégâts à chaque fois qu'un Scud atterrit. Mais leurs conclusions sont gardées secrètes pour ne pas renforcer Saddam Hussein. Quand j'ai rencontré le président Bush à Washington, on s'est un peu disputé, parce qu'il était convaincu que les patriotes étaient fantastiques. Et je lui ai répondu qu'au mieux, leur taux d'interception n'excédait pas 20% de la probabilité d'interception. Ce qui signifiait que sur 10 Scuds que les patriotes essayaient d'intercepter, ils y parvenaient seulement dans 2 cas. En fait, rétrospectivement, j'exagérais même, car je pense que pas un seul Scud n'a été intercepté par un patriote. Les patriotes doivent rivaliser avec les missiles Scud, qui naviguent à 6 fois la vitesse du son. Et même si le mythe du patriote permet de tenir Israël en dehors de la guerre, la plupart des Scuds parviennent à passer. Ce n'est qu'après la guerre que le Pentagone reconnaîtra les limites des patriotes. Le Patriot était un système de défense aérienne conçu pour abattre des avions, pas des missiles. Et c'est ce que je rappelle à tous mes amis aux États-Unis qui pensent que nous avons des défenses contre les missiles. Nous n'en avons pas. Les Scuds qui s'abattent sur Tel Aviv sont tirés depuis la frontière occidentale de l'Irak. Les missiles sont acheminés par ces routes au milieu du désert. Des hommes de la SAS sont embusqués le long de celle-ci, comme la patrouille Bravo 2-0. Bravo 2-0 a reçu l'ordre de pénétrer à 300 km à l'intérieur de l'Irak par hélicoptère et d'installer un poste d'observation, dans l'espoir de repérer des lanceurs mobiles de Scud et de les signaler à la base en demandant une intervention aérienne. La principale route d'approvisionnement n'était pas goudronnée, c'était une simple piste. Et quand j'ai regardé vers le nord-est, j'ai vu 2 batteries S-60. L'ennemi était juste au-dessus de nous. C'était le milieu de l'après-midi, le 2e jour, et on a commencé à entendre des chèvres venir du nord, puis un jeune garçon qui criait après ces chèvres. Il a ouvert des yeux grands comme des soucoupes, il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose et il a filé directement jusqu'aux batteries, en hurlant. On a rassemblé tout notre équipement pour nous éloigner, et dans la demi-heure qui a suivi, nous avons été engagés par la milice locale qui nous a tiré dessus. Le seul moyen de se sortir de ce genre de situation, c'est d'être agressif et d'avancer. Nous sommes donc arrivés jusqu'à une vingtaine de mètres d'eux, en tirant, et là, ils ont commencé à reculer. C'est comme des rafales qui vous passent à côté. On sait les ravages qu'elles peuvent faire. Ce qu'il faut, c'est faire peur et continuer. Les gens pleurent, ils crient, ils supplient, parce qu'ils pensent que vous allez les tuer, que vous allez foncer sur eux et les exécuter. Ce sont des appelés, ils n'ont pas envie d'y rester. Nous avons entendu que Bravo 2-0 avait des ennuis. Et puis on a reçu un message radio brouillé. On ne savait pas exactement ce qui se passait. Nous avons fait partir nos hélicoptères, mais en fait, on les cherchait beaucoup plus au sud qu'ils n'étaient. Le commando se retrouve éclaté. McNabb conduit un groupe de 5 hommes. Il commence à neiger. Il était évident que si le temps ne nous tuait pas, l'ennemi le ferait. Et on tombait sans arrêt sur des chèvres. Tout le pays était littéralement couvert de gens gardant des chèvres.
J'ai donc décidé qu'on allait s'emparer d'un véhicule la nuit même et foncer vers la frontière. Et c'est ce que font McNabb et ses 4 hommes. Mais près de la frontière, 2 meurent à la suite d'un échange de tirs. Et les autres sont traqués. J'ai décidé de me cacher dans un fossé de drainage à environ 4 km de la frontière syrienne. Et puis je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça a simplement tiré dans tous les sens. Et j'ai su que j'étais dans la merde. Quand ils m'ont extrait de là, c'était la première fois que je revoyais la lumière du jour. Une belle journée ensoleillée. Et je pouvais voir la Syrie, les plateaux de Syrie. Et ça me faisait particulièrement rager d'être arrivé si près. Et de me retrouver prisonnier. Pendant ce temps-là, les 3 autres membres du commando marchent vers la Syrie. Le froid tue l'un d'eux. Un autre est capturé. Seul le 3e parvient à la frontière. Il faisait nuit, j'ai tourné l'angle d'un bâtiment. Un type est sorti à environ 200 mètres. Il m'a vu, je me suis caché derrière un monticule et 2 gars sont avancés vers moi. Je ne pouvais pas les bluffer et les laisser me dépasser, car ils venaient juste sur moi. J'ai liquidé le premier au couteau. Le second a commencé à courir, je l'ai rattrapé. On a roulé sur le sol et je lui ai brisé la nuque. La dernière nuit, j'étais sur le point de m'écrouler et à ce moment-là, j'ai vraiment été très près de mourir. Je savais qu'il me fallait de l'eau. Il y avait une cabane de berger. Je suis allé vers elle. Un jeune garçon est sorti, il m'a salué. Je lui ai demandé si on était en Irak. Il m'a dit en Syrie. Et il a pointé le doigt derrière moi pour me montrer où était l'Irak et m'a assuré que j'étais en sécurité. Les bombardements de l'Irak continuent. La RAF mène une guerre difficile. Dans ses premiers jours, ses pertes représentent 1/4 de celles de l'ensemble de la coalition. L'espérance de vie d'un équipage se mesure en semaines. Nous avons perdu 3 équipages dans les 4 premières nuits, sur un effectif de 24. Et donc, si nous continuions à ce rythme, on durerait au maximum 24, 25 jours, si on était le dernier équipage à partir. Mais on pouvait tout aussi bien être le suivant. Quelles que soient les raisons qui aient pu être données après la guerre, si tant d'avions se sont écrasés, c'est parce qu'ils volaient très bas. Pour une raison ou une autre, ils ont heurté le sol, soit parce qu'ils avaient été touchés par la DCA ou en cherchant à l'éviter. Mais en tout cas, ils volaient en rase-motte. Alors on s'interroge, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est raisonnable? Et la réponse était, ce n'est ni nécessaire ni raisonnable, et je ne veux pas continuer à le faire. Le commandement américain admire ces hommes, mais s'interroge sur la tactique. Il annulerait volontiers des missions contre des aérodromes que les Irakiens ne cherchent même pas à utiliser. Les équipages aussi proposent un changement de tactique. Mais cela ne se fait pas. Ça risquait de se traduire par une remise en question globale de la stratégie de la RAF. Il y avait une très forte réticence de la part du ministère. On ne nous a donc pas autorisés à la changer. On a interdit au commandant sur le terrain de le faire. Ce n'est qu'après la perte d'un autre tornado et devant l'intensité des questions posées par les Américains que les attaques en rase-mode cessent. C'était une ingérence tout à fait déplacée du ministère de la Défense dans la tactique, non pas dans la politique ni dans la stratégie de la guerre, mais dans la tactique. Les vieux boucaniers, l'avion que les tornados étaient censés remplacer, sont amenés à la hâte dans le Golfe. Ils sont équipés de lasers permettant la détection de cibles à haute altitude. Splash. That was an excellent splash. Très vite, ils opèrent en tandem avec des tornados larguant des bombes guidées par laser. Une semaine de guerre. Les stratèges aériens continuent d'être persuadés que les bombardements sur l'Irak assureront une victoire décisive. Une grande partie de l'aviation irakienne a été détruite au sol. La coalition est maîtresse du ciel et peut bombarder tout à loisir. Ponts, centrales, communications, tout est détruit.
Mais Saddam Hussein ne se retire pas du Koweït. Il est résolu à endurer tous les bombardements. Il disait, ce n'est pas un problème. On peut tout reconstruire, même le moral d'un peuple. On pouvait sentir l'angoisse et le malaise dans la classe politique américaine. Quoi? Ça durait depuis une semaine et ce n'était toujours pas fini. Peut-être que ça ne marcherait pas. Qu'est-ce qu'on essayait de faire? On n'était pas en quelque sorte monté sur scène pour expliquer ce que nous essayons de faire. Je suis donc allé trouver Dick Cheney pour lui dire « Il faut faire quelque chose parce qu'on est en train de perdre l'opinion ». La crainte que l'opinion américaine se retourne contre les militaires, comme elle l'avait fait au moment du Vietnam, pèsera sur la réflexion de Powell tout au long de la guerre. Les relations publiques, voilà le deuxième front. As a measure of effectiveness of how we're doing in the air campaign, I just pull these two things out. I've laundered them so you can't really tell what I'm talking about because I don't want the Iraqis to know what I'm talking about. But trust me, trust me. Officiellement, Saddam Hussein ne constitue pas une cible. Mais au total, les Alliés lanceront 260 missions contre des sites où ils pensent qu'ils pourraient se cacher. Pour finir, des espions rapporteront que Saddam dort dans des maisons privées, changeant de refuge toutes les nuits. On peut trouver où il a été, et même où il se trouve. Mais ce qu'il faut, c'est savoir où il se trouvera, parce qu'il faut organiser une attaque. C'est donc une tâche pratiquement impossible. Ça vous paraîtra peut-être étrange, mais le président de la République d'Irak était parfois conduit à travers la ville dans un vieux taxi. Étrange aussi, mais vrai, Saddam utilisait également un camion pour se déplacer dans la ville. Voilà le genre d'astuce qu'il utilisait. L'aviation continue à chercher. Ces images déclencheront quelques-unes des missions les plus invraisemblables de la guerre. Saddam est à l'intérieur d'un mobil-home américain, un Winnebago. Quand on l'a vu dans un Winnebago, on a commencé à traquer tous les Winnebagos. Et chaque fois qu'on en découvrait un, ou deux, ou trois, on les attaquait aussi vite que possible. Au Koweït, les soldats irakiens ont ouvert les vannes des oléoducs et inondé le golfe de pétrole. Ils cherchent ainsi à détruire les usines de dessalement qui assurent à l'Arabie saoudite son eau potable. Saddam veut provoquer une guerre terrestre et des pertes pour saper la résolution occidentale. Mais les usines de dessalement continuent à fonctionner et un bombardement endigue le flot de pétrole. Si les Irakiens veulent une guerre terrestre, ils devront venir la chercher. Saddam ordonne à ses forces d'occuper la ville saoudienne abandonnée de Khafji, proche de la frontière saoudienne. Saddam a ordonné capturer 4 ou 5 000 Américains, Britanniques et Français. Nous les utiliserons comme boucliers humains. Nous les attacherons sur nos blindés et nous submergerons les puits de pétrole. Si on fait ça, les avions alliés n'attaqueront pas. Ce soir-là, les Américains envoient un avion espion sans pilote en mission de routine au-dessus des positions irakiennes dans le sud du Koweït. Il renvoie des images de télévision à un camion sur le site de lancement. What do we have here? Crow. Let's see what they are. Man, this is something. L'attaque irakienne sur Khafji a commencé. La ville est sans défense. Elle a été évacuée le premier jour de la guerre après que les Irakiens l'ont bombardée. Dans leur PC mobile, les pilotes de l'hélicoptère de la marine attendent l'ordre d'attaquer. Mais celui-ci ne viendra jamais. Nous étions en liaison terrestre avec notre PC pour les informer de ce qui se passait. On a commencé à échafauder des milliers de scénarios en nous demandant pourquoi on ne nous laissait pas attaquer leurs véhicules. Guess what? Closer, closer. And
2253 hours. They've crossed the border. Crossed in Saudi Arabia. King Fahd's going to be pissed. Fahd baby's going to be pissed. He's going to be hot. Pendant 1h30 et quelques, les Marines contemplent l'avance irakienne. Durant tout ce temps, au PC des forces aériennes, la guerre s'est installée dans la routine et celle-ci n'a pas prévu une attaque irakienne. Where's our air? This is ridiculous. Frickin' bomber couldn't ask for any better target than that. Why was the Iraqi Pourquoi l'avance irakienne n'a-t-elle pas été stoppée avant Kafji? À question simple et directe, réponse simple et directe. Ça n'a pas été le jour de gloire de l'aviation. Les Irakiens occupent Kafji, mais ils ignorent que des marines américains s'y sont cachés. L'une des équipes de 6 hommes est commandée par Chuck Ingraham, l'autre par Lawrence Lentz. Je réunis les gars et je leur ai dit, ça fait 5 ans qu'on s'entraîne pour le grand jeu et maintenant on y est. Je crois qu'il faut qu'on reste. Et ils ont été d'accord. Vous êtes les seuls sur place. Vous et l'autre équipe de copains. Quelque part dans la ville. Et vous savez que vous y êtes et que c'est le point de non-retour. Bagdad annonce une grande victoire. Et le lendemain à l'aube, l'artillerie américaine est en position. Les Marines cachés à Kafji ont indiqué par radio avec précision où tirer. Quand l'artillerie a commencé à tirer, on s'est vraiment senti bien. Elle tirait, comme on dit, à proximité dangereuse. C'est-à-dire tellement près de nous que les obus pouvaient aussi bien nous frapper nous que l'ennemi. Les Marines s'attendent à tout instant à être découverts. Les Irakiens ont failli nous capturer à un moment donné. Ils ont occupé notre bâtiment pendant au moins une journée. On pouvait voir leur tête en bas, et si on avait voulu, on aurait pu leur cracher dessus. 2 jours plus tard, les forces saoudiennes se rassemblent pour reprendre la ville. Au cours de l'attaque, elles perdront 19 hommes. Mais une bonne centaine d'Irakiens y laisseront la vie. Entre-temps, les forces aériennes ont détruit 2 divisions irakiennes tentant désespérément d'atteindre Kafji. Au nord de la ville, un survivant qui par la suite désertera se rappelle les milliers de morts et les scènes de carnage. On avait peur. On voyait les morts partout autour de nous. Des gens avec qui on venait de parler, qu'on connaissait, avec qui on vivait, étaient blessés et mouraient. On ne pouvait rien faire pour eux. On ne pouvait pas les atteindre. On ne pouvait ni les sauver, ni les mettre en sûreté. Pendant des mois, Saddam a clamé que la bataille terrestre saignerait à blanc la coalition et s'apprête à résolution. Mais la tentative pour renforcer Kafji est une leçon amère sur ce que l'aviation peut infliger à une armée qui a perdu le contrôle du ciel. Saddam est devenu tendu et anxieux, même s'il essayait de le cacher. Il ne tenait pas en place, non pas tant que les pertes l'inquiétaient, mais surtout, elles l'exaspéraient. Les attaques contre Bagdad se poursuivent inlassablement. Les bombardiers furtifs la nuit, les missiles de croisière le jour. Ils utilisent l'hôtel où séjournent les journalistes étrangers comme contrôle de repère final avant de pointer vers leur cible. Les prisonniers de la coalition sont maintenant détenus à Bagdad. Ce type s'est approché de moi et m'a examiné les dents. Et j'ai compris qu'il allait se passer quelque chose. Mais on espère toujours se tromper. On se dit, c'est peut-être idiot, c'est peut-être une mauvaise blague, mais on ne peut rien faire.
En fait, il a pris une espèce de pince ou je ne sais pas quoi et il a commencé à m'arracher les dents. Je me débattais, je hurlais. Et il m'a dit, c'est simplement pour vous montrer ce qu'on peut faire. Si vous croyez qu'on va vous laisser comme ça, on va juste vous laisser mourir, pas de problème. Ils m'ont relevé d'une manchette, puis frappé avec le talon de la botte sur le genou. Je me suis écroulé et ils m'ont relevé. Schlac, ils m'ont relevé. Schlac, ils m'ont relevé. Schlac. Et pendant qu'ils me faisaient ça, ils m'interrogeaient. Tu es le pilote ou le navigateur? Tu es le pilote? Et finalement, j'ai dit pilote. C'est sorti comme ça, je ne pouvais pas l'empêcher. Et c'est là qu'on réalise qu'on a cédé à la violence. On éprouve un profond sentiment d'échec, le sentiment d'avoir trahi les autres. Je me suis dit que tout le monde allait penser que j'étais un traître, que j'avais échoué, et que ce serait la dernière image que ma famille verrait de moi. Quelqu'un s'est approché et m'a dit « Ou on t'exécute, ou tu vas à la télé ». C'était le simple choix qu'on m'offrait, passer à la télé ou être tué. Et ça a été pour moi le summum de la honte. Tout ce que j'avais pu faire auparavant devenait dérisoire, quand je me voyais devant cette caméra de télévision contraint de décrier mon pays. I'm now going to show you a picture of the luckiest man in Iraq on this particular day. Keep your eye on the crosshairs. Right there. Look at here. Right through the crosshairs. La supériorité de la coalition est écrasante, mais les aviateurs commencent à manquer de cibles. And now in his rearview mirror. À la fin du mois de janvier, nous sommes arrivés en bas de la liste. Et l'une des cibles que nous n'avions pas pu atteindre plus tôt, car elle n'était pas prioritaire, était un bunker dans le quartier Al-Firdaus de Bagdad. 2 bombardiers furtifs sont chargés de l'attaquer. Quelques jours auparavant, un espion a informé qu'il était utilisé par les services secrets irakiens. On y est allé. On a pu voir les résultats de l'explosion et de l'incendie. Ils retiraient des corps. Le bunker était un abri aérien pour les civils. Il y avait une odeur de cendres mouillées et beaucoup de fumée. À la surface de l'eau, il y avait une dizaine de centimètres de mousse, de chair humaine bouillie, brûlée. 204 tués, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Les abris sont les seuls endroits disposant encore d'eau courante et d'électricité. Alors chaque nuit, les familles s'y rassemblent. The bunker that was attacked last night was a military target. A command and control center that fed instructions directly to the Iraqi war machine, painted and camouflaged to avoid detection, and well documented as a military target. Elle était tout en bas de la liste, presque à la fin. Et je me rappelle que lorsque nous étions dans la voiture, Buster et moi, en route pour notre réunion du soir avec le général Schwarzkopf, où on passait en revue les cibles qu'on attaquerait 2 jours plus tard, nous en avons discuté tous les deux et conclu qu'on en était maintenant réduit à des cibles vraiment marginales dans la région de Bagdad. I miss my wife and my children. It's not fair. Nobody says something to stop this massacre. Nous nous sommes demandé un moment si ce n'était pas une sorte d'artifice de propagande, car ces gens étaient des Kurdes, et si Saddam Hussein ne les avait pas assassinés et mis là. Mais en l'occurrence, il était évident qu'il s'agissait bien d'un abri civil.
Si les Alliés avaient su qu'il s'agissait de civils, l'abri n'aurait pas été bombardé. Mais le Pentagone a toujours soutenu que les services secrets irakiens, qui contrôlaient les dissidents, utilisaient également ce bâtiment. Bagdad le nie. Wafik al-Samarae s'est rendu dans cet abri. Une partie de cet abri était utilisée par les services secrets. Il y avait plusieurs groupes, mais pour la plupart, c'était des gens de ce qu'on appelait le département des affaires techniques. Ils venaient dans le bunker et ils en repartaient. Un jour, Saddam lui-même est venu ici. C'est à cette occasion que la réalité de la guerre a fait irruption sur les écrans de télévision et dans les salles de séjour des gens du monde entier d'une manière différente. Parce que jusque-là, ça avait été une sorte de jeu vidéo. Schwarzkopf exposant fièrement les résultats de ces bombardements de ponts, de ces nettoyages et frappes chirurgicales. C'est vraiment ce jour-là qu'on a vu de quoi il retournait. L'affaire du bunker d'Al-Firdos a posé un grave problème en termes de relations publiques. Ça a tout bloqué pendant au moins un jour et demi. J'ai dû appeler le général Schwarzkopf pour en discuter avec lui. Je lui ai dit, « Norm, il est clair que nous avons fait ce que nous pensions devoir faire, mais en fait, c'était plein de civils. Il va falloir réexaminer de plus près cette liste d'objectifs et repenser de plus près exactement ce que nous essayons de faire à Bagdad. » Nous n'avons pas supprimé tous les objectifs, mais j'ai posé des questions du genre « Pourquoi faut-il bombarder le siège du parti Baas pour la 8e fois? Pourquoi bombarder des ruines avec des missiles d'1 million de dollars ?» La campagne de bombardement a estropié l'Irak. Mais Saddam est toujours au pouvoir et ses troupes sont toujours au Koweït. Il est désormais clair que la puissance aérienne à elle seule ne peut gagner la guerre. Combien d'autres cibles stratégiques aurait-il fallu encore frapper à Bagdad pour forcer Saddam Hussein à retirer ses troupes du désert? Il faut être sérieux. En définitive, si on voulait récupérer le Koweït et faire ce que les Nations Unies nous avaient chargé de faire, il fallait attaquer au sol et le reprendre. Saddam Hussein n'allait pas évacuer ses tranchées et les zones qu'il occupait sans que quelqu'un aille le déloger. Au sol, une armée d'1 demi-million d'hommes, américains, britanniques, français, arabes, occupent maintenant leur position finale. L'attaque terrestre pour libérer le Koweït commencera dans 11 jours.